Milica van Doorn. Milica van Doorn. Milica van Doorn. Milica van Doorn. Van Milica van Doorn. Milica van Doorn. Milica van Doorn. Milica van Doorn. L'histoire de Milica van Doorn commence en 1992, une année qui marquera un tournant tragique dans la vie de sa famille. Le 7 juin de cette année-là, Milica, une jeune femme de 19 ans vivant à Zaandam, aux Pays-Bas, se rendait à une fête d'anniversaire chez une amie. Ce soir-là, la fête se déroulait dans un appartement de la ville, et Milica passait un agréable moment avec ses amis. Mais, vers minuit, elle décida qu'il était temps de partir. Milica vivait à quelques kilomètres de l'appartement où se tenait la fête, et elle comptait prendre le bus pour rentrer chez elle. Cependant, lorsqu'elle arriva à l'arrêt de bus, elle se rendit compte que le dernier bus de la soirée était déjà passé. La déception et la frustration étaient palpables, mais elle n'était pas sans solution. Sachant qu'il y avait aussi une station de train à proximité, elle décida de marcher jusqu'à cette station pour prendre un autre transport. Elle avait l'habitude de prendre ce trajet, mais cette fois, ce serait la dernière fois qu'elle serait vue en vie. Ce n'est que le lendemain matin, quand un prêtre faisant sa promenade matinale aperçut un corps flottant près du pont de l'église Saint-Joseph, que l'horreur se révéla. Il appela immédiatement la police à 8h54. Les autorités arrivèrent rapidement sur les lieux, et c'est avec une grande consternation qu'elles confirmèrent l'identité de la victime, Milica van Doorn. Son corps avait été retrouvé dans une position étrange, partiellement dénudé, et couvert de branches d'arbres. Quelqu'un avait essayé de dissimuler le corps dans l'espoir de le cacher des regards des passants, mais cette tentative échoua. L'examen du corps de Milica fit apparaître plusieurs blessures sur son cou, son visage et son corps. L'autopsie révéla également qu'il y avait des traces de sperme et de poils pubiens, mais une information particulièrement importante, il n'y avait pas d'eau dans ses poumons, ce qui signifiait que la victime n'était pas morte noyée. En effet, elle avait probablement été tuée ailleurs, et son corps avait été déposé dans le pont après sa mort. La famille de Milica, déjà choquée par sa disparition, se retrouvait maintenant face à un autre terrible coup du sort, la perte de leur fille dans des circonstances tragiques et inexpliquées. Les policiers commencèrent par interroger les proches de la victime. Milica avait une vie personnelle sans histoire, sans conflits apparents. Elle avait un petit ami avec lequel elle entretenait une relation stable et saine, et ses amis décrivaient une jeune femme sociable, sans ennemis. Les premières étapes de l'enquête ont consisté à retracer ses derniers mouvements. Ses amis ont confirmé qu'elle était partie de la fête vers minuit, et personne ne savait que le dernier bus était déjà parti. Puis, ils ont commencé à se demander si Milica avait eu des ennuis avec quelqu'un, mais rien dans ses relations ne suggérait qu'elle ait pu attirer l'attention d'un agresseur. Les enquêteurs ont également exploré la possibilité d'un amoureux éconduit ou d'un homme jaloux, mais les interviews menées avec ses proches n'ont pas permis de recueillir d'informations substantielles. Les policiers ont alors orienté leurs recherches vers le quartier où Milica avait été retrouvée, en interrogeant les habitants pour trouver des témoins. Quelques personnes affirmèrent avoir entendu des cris la nuit de l'incident, mais ces témoins n'ont pas pu fournir de détails précis. D'autres ont parlé d'un homme qui aurait été vu sur un vélo près du lieu du crime, mais cet indice ne menait nulle part. Des mois passèrent sans qu'un suspect ne soit identifié, et l'enquête sembla stagner. Les détectives se tournèrent alors vers la communauté turque du quartier de Kogerveld, où le corps de Milica avait été retrouvé. Quelques jeunes hommes ayant des antécédents judiciaires furent interrogés, mais là encore, les résultats furent décevants. Tous nièrent avoir eu quoi que ce soit à voir avec le crime. L'enquête se poursuivit sans aboutir, et la famille de Milica dut faire face à l'incertitude. 6 mois après la découverte du corps, un ouvrier répara le toit de l'église Saint-Joseph et retrouva la deuxième chaussure de Milica, qui avait été égarée lors du crime. Il semblait que l'assassin avait jeté l'une des chaussures de la victime sur le toit pendant qu'il était au pont. Cette découverte permit de relancer l'enquête, mais malgré cela, le mystère demeura sans réponse. Aucun indice supplémentaire ne fut trouvé, et le temps continua de s'écouler sans solution. Les années passèrent, et la famille Van Doorn vivait dans l'angoisse de ne pas savoir ce qui était arrivé à leur fille. L'absence de réponse dévastait les proches de Milica, qui peinaient à comprendre pourquoi leur fille avait été tuée, et surtout pourquoi son meurtrier restait libre. Les parents de Milica se retrouvaient à vivre un quotidien marqué par la douleur et l'incertitude, en attendant désespérément que justice soit rendue. Au fil des années, l'enquête sur la disparition et le meurtre de Milica van Doorn n'a cessé de piétiner.
Les autorités ont continué de réinterroger des témoins, en espérant que quelqu'un, un voisin, un passant ou un proche, se souvienne de quelque chose qui pourrait faire avancer l'enquête. Des émissions de télévision ont même abordé le cas, et cela a généré plusieurs appels, mais malheureusement, aucune de ces pistes n'a permis de s'approcher d'un suspect. Malgré tout, les enquêteurs avaient une pièce essentielle à leur disposition, des échantillons de l'ADN du suspect, mais la technologie de l'époque ne permettait pas d'en tirer pleinement parti. Les autorités spéculaient alors que le criminel pouvait être un homme d'origine turque, résidant dans le quartier de Kocherveld à Zaandam en 1992. Il avait probablement entre 16 et 30 ans à l'époque. Environ 200 hommes, susceptibles de correspondre à ce profil, ont volontairement donné leur ADN, mais cela n'a rien donné. Près de 20 ans après le crime, en avril 2012, un événement majeur est survenu grâce à l'évolution des méthodes d'analyse ADN. Une loi a été modifiée aux Pays-Bas, permettant l'utilisation de tests ADN pour identifier des suspects. C'est alors que l'enquête a pris un tournant décisif. Les enquêteurs ont pu créer un portrait psychologique du suspect à partir des éléments disponibles et des résultats de l'autopsie. Le professeur de police qui a travaillé sur l'affaire a suggéré que le meurtrier était un homme frustré, probablement déçu par les femmes en général. Milika aurait croisé sa route au mauvais moment. Selon lui, il est probable que l'assassin ait eu une brève interaction avec elle avant de l'attaquer violemment. Après avoir assouvi ses besoins, il a réalisé qu'elle pourrait l'identifier, ce qui l'a poussé à la tuer pour dissimuler son crime. Les enquêteurs supposaient également que, après avoir commis le meurtre, le suspect ait agi de manière furtive, resté enfermé, se sentant souillé après la lutte avec Milika. Il était décrit comme un homme au tempérament colérique, séduisant mais isolé, sans amis, et avec une attitude négative envers les femmes. Selon l'analyse psychologique, il devait être âgé de 18 à 25 ans en 1992. En avril 2016, l'enquête sur le meurtre de Milika van Doorn a été réouverte. Bien que la situation n'avait pas évolué de manière significative depuis des années, un indice important a été découvert en juin 2016. Des noms de 2 hommes d'origine turque ont été mentionnés dans un rapport. Ces hommes avaient vécu à Zaandam en 1992, mais ils étaient partis du pays après le meurtre de Milika. Il était essentiel de s'assurer qu'ils ne soient pas liés à l'affaire. Les enquêteurs se rendirent donc en Turquie, mais il fallut plus d'1 an pour mener les démarches nécessaires. L'analyse de l'ADN des 2 hommes n'a révélé aucun lien avec les échantillons retrouvés sur le corps de Milika. Cependant, en 2017, après 25 ans de recherche, les autorités néerlandaises décidèrent d'employer une méthode innovante, un test ADN pour tenter de retrouver le suspect. Les tests effectués sur les échantillons de la victime ont révélé que le meurtrier devait probablement être un homme d'origine turque. En novembre 2017, la police a lancé un appel à 133 hommes d'origine turque vivant dans les zones proches du lieu du crime. Ces hommes ont été invités à fournir un échantillon de leur ADN de manière volontaire, en promettant que les échantillons seraient détruits après l'analyse et qu'aucune de ces personnes ne serait suspectée dans l'affaire. Le bilan de cette initiative a été impressionnant, 126 des 133 hommes ont accepté de donner leur ADN. La police a salué la coopération de ces citoyens, soulignant qu'ils avaient fait preuve d'un grand respect pour le processus judiciaire et désiraient eux aussi que justice soit rendue pour Milika. L'analyse des échantillons a duré environ 1 mois, et bien que l'ADN du meurtrier n'ait pas été retrouvé parmi ceux testés, une découverte étonnante a eu lieu, l'ADN d'un homme, inconnu du public et qui ne savait pas qu'il pouvait être lié au crime, a été retrouvé parmi les échantillons. L'identification de cet ADN a permis de faire avancer l'enquête, mais il restait encore beaucoup à faire pour résoudre ce crime tragique. Le 10 décembre 2017, la police a annoncé l'arrestation du suspect. Il s'agissait d'un homme de 47 ans, nommé Hussein, dont le nom et l'image n'ont pas été rendus publics, conformément aux lois locales. Hussein faisait partie des 7 personnes qui n'avaient pas fourni leur ADN pour vérification. Cependant, Hussein avait un frère qui, n'ayant rien à cacher, avait volontairement envoyé son ADN aux autorités, sans savoir que cela pourrait lier directement son frère à l'affaire. En identifiant les liens familiaux et en compilant une liste des personnes qui avaient refusé de soumettre leur ADN, les enquêteurs ont rapidement déterminé l'identité de l'homme qui avait échappé à la justice pendant 25 ans. Les seules images du suspect disponibles sont celles qui ont été retrouvées plus tard dans l'enquête. La police a alors obtenu une autorisation pour prélever un échantillon d'ADN de Hussein, et cette fois, son consentement n'a pas été requis. Une analyse comparative a révélé un match parfait avec les échantillons retrouvés sur le corps de Milika. Sur la base de ces résultats, Hussein, un homme marié et père de 4 filles depuis le crime, a été officiellement mis en cause dans l'affaire du meurtre de Milika van Doorn.
Lors de son procès, qui a débuté en 2018, Hussein a d'abord déclaré qu'il était possédé par une âme mauvaise et qu'il ne se souvenait pas avoir attaqué Milika. Mais au fil du temps, sa version des faits a changé. Il a alors affirmé qu'il avait eu une relation secrète avec Milika, expliquant ainsi pourquoi son ADN avait été retrouvé dans son corps. Selon lui, à l'époque, il était marié, ce qui l'obligeait à dissimuler sa relation avec Milika. Le juge, cependant, n'a pas cru à cette version, car il a fait cette déclaration 1 an après son arrestation, et personne n'a pu confirmer qu'il avait eu une relation intime avec Milika. Les membres de la famille de Milika ont pris la parole lors du procès. Une de ses sœurs a déclaré « L'homme qui a fait ça a gardé son calme pendant toutes ces années. Il ne s'est pas révélé, il n'a pas coopéré lorsqu'on lui a demandé de fournir un échantillon d'ADN. Il a continué à vivre dans le quartier, il a créé une famille avec 4 filles. Elle s'est adressée au suspect en ces termes, « Vous êtes un homme non identifié qui a ruiné ma vie. Ça me dégoûte qu'il y ait des hommes comme vous qui abusent des femmes, qui les traitent comme des objets et qui continuent de vivre leur vie. » Une autre sœur a ajouté, « J'avais espéré que vous parleriez de vos motifs et de Milika dans les dernières heures de sa vie, mais au lieu de cela, vous avez inventé une histoire totalement invraisemblable selon laquelle vous auriez eu une relation secrète avec elle. Vous avez pleuré sur la difficulté que cela a causé à vous et à votre famille, mais votre famille peut vous rendre visite en prison si elle le souhaite. Si je veux voir Milika, ma seule option est d'aller sur sa tombe. » Elle a conclu en disant, « Milika a vécu une fin de vie terrible, et j'espère que la justice sera rendue. Elle méritait plus que moi. » Ce fut une journée extrêmement émouvante pour la famille de Milika Van Doorn. Lorsque son père a pris la parole, il était visiblement bouleversé et a exprimé son ressenti en ces termes. « Si vous gardez le silence pendant 25 ans, vous êtes un meurtrier. » La façon dont Hussein a traité Milika est d'une cruauté effrayante. C'est choquant de recevoir la visite de la police et d'apprendre qu'un monstre a pris votre enfant. L'avocat de la famille a révélé que celle-ci avait vécu dans la peur pendant toutes ces années, ne sachant pas si l'attaque avait visé directement leur famille ou si c'était un crime aléatoire. Le 11 décembre 2018, sur la base des preuves ADN, Hussein a été reconnu coupable du meurtre de Milika Van Doorn. Il a été établi qu'il avait tué Milika pour couvrir un autre crime, un crime sexuel dont il avait abusé. Il a été condamné à 20 ans de prison. Le juge a également ordonné à Hussein de verser une compensation de 10 000 € à la famille de Milika. Cependant, Hussein a refusé d'être présent lors du prononcé de sa sentence. Bien qu'il ait été informé de la décision, il a choisi de rester dans une cellule à l'extérieur de la salle d'audience. En février 2019, Hussein a fait appel de sa sentence, ce qui a entraîné une réduction de sa peine de 20 ans à 19 ans et 7 mois. Malgré cette réduction, son temps en prison n'a pas été très long. Le dimanche 13 juillet 2022, Hussein a été retrouvé mort dans sa cellule. Selon le rapport de son avocat, Hussein avait terminé une séance d'exercice et, bien que des tentatives de réanimation aient été effectuées, elles n'ont malheureusement pas pu le sauver. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Si vous êtes un passionné et amateur de vrais crimes, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour plus de vidéos.